Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, et comme tous les mois, nous évoquerons les plantes sauvages que notre mode de vie dit civilisé a de plus en plus tendance à négliger, à oublier, voire à mépriser, au point que beaucoup d'entre elles sont menacées de disparition. Elles sont pourtant à la base même de la vie sur Terre, et l'histoire de l'humanité et celle des plantes sont intimement liées. Aujourd'hui, nous évoquerons les plantes messicoles, une émission réalisée en partenariat avec Floren, l'association des botanistes lorrains, et nous sommes avec son vice-président. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Paul Montagne, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Vendeuvre-les-Nancy, qui est aussi le siège de Floren. Les plantes messicoles, comme beaucoup d'autres plantes sauvages en Lorraine, comme ailleurs, sont menacées, Paul Montagne ? Ce sont des plantes très menacées, oui, notamment par l'agriculture moderne. On a demandé aux agriculteurs français dans les années 60 de produire. Ils ont produit, mais au détriment de toutes ces plantes qui poussaient dans leur culture avant. Alors, je peux donner quelques chiffres ? Allons-y. En 1950, les plantes messicoles, elles sont banales. Je parle en Lorraine, mais c'est vrai pour toute la France. Actuellement, en 2017, elles sont souvent vulnérables, très souvent menacées, parfois disparues. Mmh. Sur la centaine d'espèces messicoles qui sont répertoriées en France, il y en a 14 qui sont encore relativement abondantes. On en parlera tout à l'heure, il y a le grand coquelicot, il y a la violette des champs, des choses comme ça. Il y en a 30 qui sont des espèces à surveiller parce que menacées. Et là-dedans, on trouve le bleuet, même si on le revoit un peu maintenant. On trouve des choses comme le coquelicot argémone, un autre coquelicot spécifique des cultures. Et il y en a 58 qui sont en situation précaire. Donc ça veut dire que celles-là, on les retrouve encore dans quelques régions, encore très localement, dans un champ qui est traité différemment des autres, mais que c'est vraiment des espèces qui sont sur le fil du rasoir. Alors nous n'avons pas encore expliqué, Paul Montagne, ce que sont les plantes messicoles. Voici ce qu'en dit Frédéric Lamblin, responsable de l'association 1001 légumes qui gère le potager de Beauménil à Ménil-en-Ouche. C'est dans l'Eure. Extrait d'un reportage diffusé au JT 19-20 de France 3 Normandie le 7 août 2016. Vous connaissez les coquelicots, les bleuets. Mais savez-vous ce qu'est le miroir de Vénus ou la camomille des chiens? Non. Pourtant, autrefois, on rencontrait ces espèces dites messicoles en grand nombre dans les champs. Les fleurs messicoles, ce sont les fleurs, ça vient de moissons. Ce sont les fleurs qui poussaient jadis dans les moissons, dans les champs de blé, par exemple, comme ce bleuet ici. Donc ces fleurs ont quasiment disparu de nos champs du fait de l'utilisation des produits herbicides. Sur les 1500 plantes qui composent la flore régionale, 97 sont des fleurs messicoles. Si 22 espèces sont présumées perdues, il y a celles qui, l'air de rien, se sont arrangées pour ne pas disparaître tout à fait. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Approfondissons un peu la notion de plante messicole, Paul Montagne. On va faire un peu d'étymologie très simple. Voilà. Messicole, ça vient de messis, moisson, colérer, habiter. Donc les plantes messicoles, ce sont par définition des plantes qui habitent les moissons, qui poussent dans les moissons et par extension dans les cultures, plus généralement. La quantité d'espèces, Paul Montagne, que vous évoquiez tout à l'heure en voie de disparition, ou menacées en tout cas, était abondante, on va dire, avant l'émergence de l'agriculture intensive ? Oui, tout à fait. Si on se réfère aux fleurs de Gaudron, par exemple, en 1845 à 75, on trouve des plantes messicoles qui sont très très abondantes, certaines d'ailleurs qui ont pratiquement disparu des cultures et qui ont été réfugiées dans des endroits comme d'anciennes carrières ou des choses comme ça. La plante messicole, on peut la définir autrement. C'est une plante adventice. Alors adventice, ça vient d'un mot latin qui veut dire adventitius. Adventitius, ça veut dire qui vient de l'extérieur, qui vient du dehors. Donc la plante messicole, c'est aussi une plante qui pousse sans avoir été semée. Donc ça, c'est une définition agronomique, disons. Le botaniste, lui, dira que c'est une plante qui s'est introduite toute seule dans un lieu où elle n'y était pas spontanément autrefois.
Donc la plante messicole, c'est une plante qui est venue d'ailleurs, qui pousse dans une parcelle cultivée. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que, et on en reparlera tout à l'heure, au néolithique, avec l'émergence de l'agriculture, il y a l'apparition d'un nouveau milieu écologique qui n'existait pas avant, qui est créé par l'homme, c'est le champ labouré, semé, récolté. Et de façon annuelle. Et ça, c'est vraiment la création donc humaine, tout à fait humaine, d'un nouveau milieu écologique dans lesquels les plantes messicoles vont pousser parce qu'elles ont exactement le même rythme de vie, le même rythme biologique que les céréales qui sont semées dans les moissons. Mais ça veut dire, Paul Montagne, que les plantes messicoles apparaissent au néolithique ou est-ce qu'elles simplement elles s'adaptent à ce nouveau milieu écologique que finalement l'homme leur fabrique ? Non, elles n'apparaissent pas au néolithique, elles s'adaptent à ce nouveau milieu que l'homme fabrique. Elles en profitent même. Elles en profitent. Sont des plantes qui, comme les céréales, poussent à l'automne ou à l'hiver et fructifient avant l'été. Donc, sont récoltées, ne sont pas récoltées, mais comme elles ont mûri avant l'été, elles se reproduisent pour l'année suivante. Elles donnent des graines qui vont redonner des messicoles l'année suivante. Alors, elles ne sont pas liées au niveau de leur apparition aux plantes cultivées, mais elles sont des passagères clandestines, disons, des premières plantes cultivées. Elles les accompagnent. Elles les accompagnent. Certaines d'entre elles, ou beaucoup d'entre elles, sont considérées, on le verra un peu plus tard aussi avec vous, Paul Montagne, comme finalement des mauvaises herbes, des céréales notamment. Alors c'est ça, c'est le terme mauvaise herbe des céréales. Il faut que le champ soit propre. Donc on va éliminer les mauvaises herbes. Mais depuis quelques années, tout de même, il y a une science qui s'appelle la malherbologie. Et il y a des scientifiques qui s'occupent des mauvaises herbes. Donc ça, c'est tout de même intéressant parce que... Je vais vous demander de répéter ce mot. Malherbologie. D'accord, oui, très bien. La science, l'étude des mauvaises herbes. Oui. Et c'est très intéressant parce que ça prouve que maintenant, tout de même, au moins au niveau d'une certaine recherche scientifique et de recherche botanique, on s'intéresse à quelque chose qui était considéré jusque-là comme nuisible ou inutile. Les botanistes, les scientifiques, les naturalistes savent bien, Paul Montagne, que si un être vivant, une plante en l'occurrence, existe, c'est pas un hasard. Non, bien sûr. Non, bien entendu. On peut pas... il y a parfois le hasard qui peut intervenir, mais là, c'est vraiment l'apparition de ce nouveau milieu écologique qui va permettre la pousse, la dispersion des plantes messicoles. Néanmoins, l'homme s'est finalement assez bien contenté de la présence de ces plantes messicoles dans ses labours pendant des milliers d'années. Pendant des milliers d'années, oui. Jusque ce siècle, enfin le siècle dernier, disons, dans les années 40-50, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Les plantes messicoles ont en quelque sorte, on l'a dit, profité de l'apparition de l'agriculture. Précisément, c'est ce qui marque le passage du paléolithique au néolithique. Ce qui conditionne les débuts de l'agriculture, c'est en fait le fait que dans quelques endroits du monde, il s'est trouvé à une époque, aux époques dont on parle, c'est-à-dire il y a environ 12 à 10 000 ans avant aujourd'hui, jusqu'à 4-5 000 ans avant aujourd'hui, c'est là que se sont formées presque toutes les premières agricultures qui ont existé, qui ont laissé des traces et qu'on connaît. On voit bien que la sédentarité précède de 500 ans, voire 1000 ans, le passage à l'agriculture. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Paul Montagne, on croit en général que l'homme s'est sédentarisé lorsqu'il invente l'agriculture. Ce que nous explique Marcel Mazoyer, professeur émérite à AgroParisTech, dans cet extrait tiré d'une vidéo réalisée par l'association Terre Éthique en 2013, eh bien c'est qu'en réalité c'est l'inverse. L'homme s'est d'abord sédentarisé dans des espaces d'abondance, et c'est sans doute par l'observation qu'il apprend à gérer les cycles de vie des plantes et des animaux. Alors tout à fait. L'homme au néolithique, avant le néolithique, disons, c'est un chasseur, un cueilleur. Et donc il est obligé de courir derrière ses proies et derrière ce qu'il peut ramasser pour vivre. À partir du moment où il se sédentarise, il est obligé d'élever et de cultiver pour avoir sur place, à proximité de son habitat, de quoi manger. Alors la question, moi peut-être comme beaucoup, je pensais que c'était précisément l'agriculture qui avait amené l'homme à se sédentariser. Pour quelle raison? Sait-on pourquoi il s'est sédentarisé tout d'un coup? Et puis alors,
s'il se sédentarise, il ne peut plus courir après ses proies et cueillir en fonction des saisons. De quoi vit-il à ce moment-là, Paul Montagne? Alors il faut reconnaître aussi que tout de même ce passage à la culture se fait dans un endroit qu'on appelle le croissant fertile et qui est abondant et riche au niveau de la nourriture proposée par l'homme. Et puis ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc je crois que dire avant, après, sédentarisation, tout ça c'est lié, je veux dire. Il se sédentarise, donc il est obligé de cultiver puisqu'il ne va plus courir derrière les récoltes. Et le fait qu'il ne court plus derrière les récoltes, il se sédentarise. Donc je crois que les deux phénomènes sont complètement indissociables en fait. Les céréales, notamment les plantes, vont être domestiquées au même titre que les animaux. Oui, tout à fait. On parle de domestication de plantes. Alors, je peux vous citer quelques plantes qui sont domestiquées, disons, dans ces périodes-là, donc entre moins 9000 et moins 6000 avant Jésus-Christ. Dans le croissant fertile, donc, dans toute cette partie qui, malheureusement, depuis des années, subit des guerres à répétition, et qui est une partie pourtant très très riche. Dans ce croissant fertile, vers 9000 ans à peu près, il y a des graminées sauvages, que l'homme ramassait certainement avant quand il était cueilleur. Et ces graminées, il va essayer non seulement de les ramasser, mais de prendre les graines et de les ressemer. Alors rappelez-nous quand même rapidement en 2 mots, Paul Montagne, ce que sont les graminées. Les graminées, c'est toutes les herbes, c'est toutes les herbes qui forment des épis dans les prairies, ce que mangent les vaches, etc. Et on appelle vulgairement l'herbe. L'herbe. Et les céréales sont des graminées, donc. Alors, il n'y a pas que les céréales, d'ailleurs. Il y a aussi des légumineuses, notamment, qui sont cultivées à partir de cette époque-là. Donc, il y a par exemple une céréale qui est l'engrin sauvage, qui existe dans le croissant fertile, disons, à moins de 10 000 avant Jésus-Christ. Et cet engrin sauvage, il a deux caractéristiques qui sont pas bons du tout pour l'agriculture. C'est que dès qu'on le secoue, il y a les grains qui tombent. Donc quand on le récolte, il perd ses grains, c'est fragile. Et la deuxième chose, c'est qu'il est très pauvre en gluten, donc il n'est pas panifiable. Voilà. Alors, l'homme à cette époque-là le domestique tout de même. Ça donnera le petit épeautre qu'on cultive encore un tout petit peu ici en France, en Provence notamment. Quand on dit la domestication des céréales, Paul Montagne, c'est quoi? C'est finalement le fait de pouvoir récolter, conserver, ressemer et peut-être croiser pour améliorer l'espèce. Voilà, tout à fait. Alors au début, les croisements sont peut-être pas volontaires, mais il y a des croisements involontaires qui sont faits par la nature, ce sont des hybridations, et notamment c'est le cas de l'amidonnier. L'amidonnier qui est une céréale, enfin pas une céréale, une herbe sauvage, disons, qui est issue d'une hybridation entre l'engrin, dont je viens de parler, et puis une autre céréale qui est l'Égilope faux épeautre, enfin peu importe, cette hybridation est naturelle. Et cette hybridation va donner une céréale dont les grains seront beaucoup plus facilement attachables, sont beaucoup plus attachés à l'épi, si vous voulez. Et donc, quand on récolte l'épi, on ne perd pas les grains. Et donc, l'homme de cette époque-là, aux environs de moins 9000 avant Jésus-Christ, va tout simplement sélectionner par l'observation et dire tiens, là ça tient, je vais garder ces graines-là. C'est plus intéressant. Donc il va domestiquer cet hybride, et ça donne cet hybride, donc l'amidonnier, est à l'origine de tout le blé dur actuel. Et puis il y a une troisième chose, un troisième chemin qui est encore un peu plus compliqué. L'amidonnier qui est déjà cultivé s'hybride lui avec encore une autre espèce sauvage. Et ça va donner une céréale qui est à l'origine de tous nos blés tendres. Et cette fois-ci, on a une céréale qui est riche en gluten et qui est panifiable. Et puis j'imagine ensuite que toutes ces céréales vont progressivement migrer à travers toute l'Europe et à travers peut-être le monde entier très progressivement. Alors, ce n'est pas vraiment les céréales qui migrent, ce sont les hommes. Bien sûr. Les hommes, donc, notamment à partir du croissant fertile, vont migrer vers l'ouest. Ils vont migrer soit par le continent, une migration, ce qu'on appelle la migration danubienne, et ils vont migrer aussi par la mer, donc par le sud. Et à peu près vers moins 5000, donc l'époque qui est chez nous, l'époque du rubané, c'est-à-dire l'époque où on fait des poteries décorées par des rubans, on peut considérer que la majorité des céréales primitives qui viennent du croissant fertile sont arrivées en Europe de l'Ouest, quoi. Les plantes messicoles sont donc les plantes liées aux moissons. Et les moissons, eh bien, c'est l'été.
clair, durablement vôtre. Le troisième mouvement du concerto numéro 2 en sol mineur de Dit l'été des 4 saisons, numéro 315 dans le catalogue Riom, qui répertorie les œuvres du prêtre roux Vivaldi, interprété ici par le violoniste britannique Nigel Kennedy avec l'orchestre de chambre polonais lors d'un concert en 2005 à la citadelle de Carcassonne. La musique de Vivaldi est moins menacée que les plantes messicoles, Paul Montagne. Oui, alors bon, j'ai cité deux plantes messicoles simplement, deux. Le bleuet. Le bleuet, il y a quelques années, tout le monde connaît le bleuet, il y a quelques années, on ne le voyait pratiquement plus dans les champs cultivés, on commence à le revoir. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure peut-être. Le bleuet, il est intéressant parce qu'il est le symbole du souvenir français. On va le relier. Alors bon, il y a deux explications possibles. Hein. Soit c'est les jeunes bleus qui arrivaient en tenue bleu horizon sur le front à partir de 1915, quand on a changé la couleur des tenues, qui ont été surnommés bleus, 17 ou enfin bon. Qui ont été surnommés de bleu, je n'en sais rien. Soit c'est une plante qui profitait du champ labouré par les bombes, plutôt que par la charrue, et qui poussait encore sur les champs de bataille. Les deux explications étant peut-être valables. Tout à fait. Sachant que, Paul Montagne, les poilus en 1915 portent encore l'ancien uniforme de l'année de 70, bien rouge, bien voyant, et bien visible, faisant une cible parfaite, bien sûr. Une deuxième plante messicole, c'est le coquelicot, et lui, c'est pas le français, mais c'est les Britanniques qui l'ont retenu, hein, puisqu'il est devenu le poppy, hein, en anglais c'est le poppy, il est devenu le symbole de, c'est la goutte de sang au milieu des moissons, quoi. Hein. Et il y a un poème de John McCrae, voilà, In Flanders Field, qui est un poème à l'hommage des soldats britanniques tués dans les Flandres, notamment dans les champs des Flandres. Le bleuet, le coquelicot, qu'on avait l'habitude, moi-même encore dans ma jeunesse, l'habitude de voir, finalement disparaît, peut-être sans même qu'on s'en rende compte. Alors tout à fait, c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment, mais c'est vrai que avec l'évolution de l'agriculture, il y a l'évolution et la naissance d'un concept qui est le champ propre. On ne peut pas bien cultiver si le champ n'est pas propre. Un concept qui d'ailleurs s'est étendu, Paul Montagne, y compris sur les gazons de toutes les maisons. Sur les gazons des maisons, des villages, etc. Donc en fait, les plantes messicoles sont considérées comme des mauvaises herbes, donc on les enlève. Elles sont inutiles. Bon. Quand vous dites on les enlève, Paul Montagne, c'est à grand coup de renfort de produits chimiques. Alors, notamment les herbicides. Faut se rendre compte qu'en 1950, en France, c'est quelques tonnes de pesticides. En 99, c'est 120 500 tonnes de pesticides. Actuellement, on est autour de 60 000. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement, dont l'objectif était, en 2018, 50% de diminution. Alors, si on prend les chiffres, 120 000, 60 000, voilà. Si on prend les chiffres, on peut se dire 120 000, 60 000, on a atteint le but. Mais il faut voir que dans cette même période, l'efficacité des produits herbicides a considérablement augmenté. Quand vous dites l'efficacité, Paul Montagne, c'est tout simplement l'intensité, on va dire la dangerosité finalement. La dangerosité pour les plantes et puis pour l'homme aussi. En 1950, pour 1 kg d'herbicide à l'hectare, en 2000, il n'en fallait que 100 grammes, en théorie, donc, suivant l'évolution et l'amélioration des produits, si beaucoup vous voulez. Beaucoup moins de quantité, mais beaucoup moins. Doublement efficace. Voilà. Et en 2010, 10 grammes. On a un facteur 100 entre 2050 et 2010. Ça veut dire que ce n'est pas 60 000 tonnes qu'on devrait utiliser actuellement, c'est 1250. C'est vraiment... Et si on voulait vraiment respecter le plan éco-phyto, ce serait 2 fois moins. Voilà. Donc c'est tout ça pour dire qu'il y a une surenchère, disons, sur cette notion de champ propre et de récolte qui doit être propre, qui doit être... voilà. Donc, et de productivité. C'est quelque chose qu'on a demandé aux agriculteurs, et c'est pas venu d'eux directement. Oui, on ne va pas s'en prendre aux agriculteurs, même s'ils sont probablement aussi un petit peu complices, comme nous tous d'ailleurs, de ce phénomène, mais ce n'est pas le sujet, Paul Montagne. Néanmoins, au-delà du concept de champ propre, il faut quand même, au moment de la récolte, se débarrasser de ces plantes dont on ne souhaite pas la présence. Oui, c'est le labour. C'était le labour. Le labour, au départ, c'était la charrue qu'on poussait, que l'homme poussait, c'était rien du tout, on grattait le sol.
on s'est mis à la fin du XXe siècle à faire des labours profonds. 30, 40 cm, 50 cm quelquefois. Et alors ça, c'est dramatique parce qu'en plus, on retourne le sol. Si vous imaginez un sol cultivé, vous avez une partie qui est en contact avec l'atmosphère, donc avec l'oxygène de l'air. Et là-dedans, vous avez plein de micro-organismes qui sont capables de transformer la matière organique en humus. Ce sont les fameux bactéries aérobies. Voilà. Donc, quand on retourne et qu'on enterre, disons, toute cette partie de surface du sol en profondeur, on la prive d'oxygène et tous ces micro-organismes ne sont plus capables de faire leur travail. Donc on retrouve en surface ce qu'on avait au fond, c'est-à-dire une terre qui est sans humus, une terre qui ne retient pas l'azote, le phosphore, enfin tout ce qu'il faut pour que les plantes poussent, une terre donc qu'il faut engraisser par une consommation de plus en plus forte d'engrais, voilà. Une terre qui s'érode. J'ai un chiffre là qui vient de la Beauce. En quelques années, augmentation de l'érosion, 2,8 tonnes de sol par an, par hectare, rien que par le vent. Rien que par le vent, parce que le sol est tellement fracturé et poussiéreux que le moindre coup de vent, il s'envole. Alors, il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus d'humus, donc les engrais ne sont plus retenus. Donc, dès qu'il y a une pluie sur un champ de ce type-là, il y a tous les engrais en fait, qui sont lessivés, qui partent avec l'eau, qu'on retrouve dans les nappes, dans les ruisseaux, dans les rivières, etc. Donc, c'est un cercle vicieux. L'engrais n'est plus utilisé par la plante parce qu'il est éliminé naturellement, parce qu'il n'est pas retenu dans le sol. Donc, on en met plus. Et bon, je ne veux pas donner de chiffres non plus, mais en 1900, c'est 4 millions de tonnes d'engrais. En 1990, c'est 130 millions de tonnes. Voilà. Si les plantes piscicoles sont très liées à l'histoire de l'humanité, et précisément, elles sont aussi un indicateur. Et vous voyez là la population mondiale actuelle, et ici, la croissance démographique du jour, ce qui vous montre qu'il y a à peu près par semaine 2 millions de bouches à nourrir supplémentaires. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui suit, c'est l'érosion. Je voudrais que vous regardiez ces chiffres défiler. C'est l'érosion des sols qui est due à l'agriculture cette année en tonnes. Ça vous donne une idée de la fragilité des sols. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce qu'est un sol. La planète est constituée de continents qu'on appelle, nous géologues, la croûte continentale. Et cette croûte continentale, je vais essayer de faire simple pour que vous puissiez comprendre comment naît le sol, est constituée à 95%, donc on considère qu'elle est constituée de roches qu'on appelle des roches silicatées. Cette croûte a 35 km d'épaisseur. Elle est essentiellement constituée de roches faites d'atomes d'oxygène pour l'essentiel, de silicium, d'aluminium, un petit peu moins, de fer, enfin vous voyez la composition là-dessus. Et le sol qui se développe sur cette croûte n'est qu'un fin épiderme très fragile qui n'excède pas, dans les meilleurs cas, 200 à 300 mètres. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Connaissez-vous l'espace des sciences, Paul Montagne ? À Rennes ? À Rennes. Je devrais. L'Espace des Sciences est une association créée en 1984 à Rennes, précisément labellisée en 2008 Sciences et Culture Innovation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avec 200 000 visiteurs annuels, l'Espace des Sciences est le centre de culture scientifique le plus fréquenté en région. Et c'était un extrait des conférences intitulées Les Mardis de l'Espace des Sciences qui recevait le 13 mai 2008 Daniel Nahon, qui est professeur de sciences du sol à l'université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence, à l'occasion de la parution chez Odile Jacob de son livre « L'épuisement des sols, l'enjeu du XXIe siècle ». Oui, donc l'épuisement des sols, c'est un gros problème. C'est l'épuisement, c'est la stérilisation des sols. C'est le syndrome d'île de Pâques. Voilà, tout à fait, par les pratiques qui ont été couramment employées, notamment au niveau du labour. On va voir que ça change un peu tout de même, qu'il y a des alternatives. Puis c'est, comme je le disais, c'est un cercle vicieux, quoi, hein, parce que plus on dégrade le sol, plus on est obligé d'introduire d'engrais. Plus on est obligé d'introduire d'engrais, plus on pollue les nappes, les rivières.
Et donc ça coûte cher en plus à l'agriculteur. Ça coûte cher aussi pour le montagne et aux contribuables. Bien sûr, derrière, il faut dépolluer. Bien sûr, tout à fait. Tout ça, ça se paye sur la taxe, sur la facture de l'eau. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on est entraîné et qui n'était pas du tout, je pense, dans les prévisions des gens qui ont favorisé, disons, le développement de cette agriculture intensive et sans trop regarder ce qui pouvait en découler, quoi. Alors tout à l'heure, vous ne souhaitiez pas taper sur la tête des agriculteurs, Paul Montagny, vous avez raison. Néanmoins, les agriculteurs, on disait dans le temps des paysans, ce n'est pas un hasard si la sémantique change, et sont des gens de terrain. Aujourd'hui, on sait qu'ils passent beaucoup de temps sur leurs tracteurs. Ils ont bien vu l'évolution de cette végétation des plantes messicoles. On pourrait croire, on aurait pu s'attendre à ce que ça les interpelle un petit peu quand même, non ? Oui, il y avait autre chose qui pouvait les interpeller, c'est que beaucoup sont malades, malades des produits qu'ils entretiennent, enfin qu'ils emploient, je veux dire. Et bon, je ne sais pas si les plantes messicoles, ils ont bien dû constater en effet qu'elles disparaissaient, mais je pense qu'il fallait qu'ils vivent aussi. Donc il fallait qu'ils produisent. On leur avait donné de produire, il fallait produire. Ils ont produit. Les plantes messicoles aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure en introduction, Paul Montagny, se réfugient aujourd'hui beaucoup d'ailleurs autour des champs. Oui. C'est encore là que l'on voit un minimum de... Dans les bordures de champs, quelquefois même dans des carrières. Vous avez une messicole. Moi j'habite Pierre-la-Trèche, au-dessus de Pierre-la-Trèche, il y a une ancienne carrière. Vous avez une plante dans cette ancienne carrière qui, dans la fleur de Gaudron, est considérée comme une plante messicole de moisson. Et qu'on retrouve sur quelques sites en Lorraine, peut-être 7 ou 8. Et dans une carrière ici, donc bien loin des moissons. Est-ce que ça veut dire, Paul Montagny, que finalement, lorsque l'on voit des coquelicots ou des bleuets dans un champ, on devrait en être heureux, finalement? Ah, bien sûr, oui, on devrait en être heureux. C'est la preuve que justement, le paysan, puisque je viens de prendre le terme paysan, donc que le paysan a conscience de sa responsabilité dans la biodiversité de l'espace qu'il cultive, quoi, et qu'il gère. Puisque, bon, il faut aussi reconnaître que le paysan est essentiel dans la gestion de nos paysages et de notre environnement. Et quand le paysan commence à prendre conscience de ça, je crois que ça change. C'est peut-être pour ça qu'on commence à voir aussi à revoir un peu plus de bleuets, un peu plus de coquelicots. Bon, je parle de ces deux-là, mais il y a... Rien que dans les cultures, il y a 3 coquelicots différents, dont certains sont beaucoup plus rares encore que le coquelicot commun qu'on voit régulièrement. Alors, il est un thème aujourd'hui qui émerge et qui bouleverse 10 000 ans de pratique. Un chiffre qui est quand même formidable. En 8 mois, cette parcelle est capable d'absorber, je parle au mois de mai, là actuellement c'est beaucoup plus, elle est capable d'absorber 67 mm d'eau à l'heure. Ça a été... voilà, on en est là. Combien? 67 mm. 67. 700, oui. En un an, ce serait... On a grandi le ruisseau. Donc 67 mm à l'heure, c'est quand même pas mal. Elle a stocké 2 tonnes de carbone. Il y a 1 tonne 800, voilà, c'est l'équivalent de 3 vaches à l'hectare de vers de terre. Ça, c'est c'est schématique, mais c'est quand même important. Donc on retrouve, il y a la vie du sol, quoi. La vie du sol est revenue. Et c'était une parcelle qui était quand même en intensif, qui était en conventionnel, qui était irriguée, qui a été labourée, enfin tout ce qu'on veut. Et en l'espace de 16 mois, voilà, on a remis la vie dans le sol. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était Jean-Christophe Badi, paysan à Azan, dans le Gers, lors d'une visite de parcelle organisée le 19 septembre 2014 dans le cadre du programme Agro-Movalis, pour dire agriculture et eau, porté par l'Association française d'agroforesterie sur le thème, sous forme de questions, le labour, source de toutes les pollutions, de tous les problèmes. Alors le labour, les herbicides. Les herbicides, c'est déjà le gros problème, les herbicides. Il faut un emploi raisonnable des herbicides si on veut qu'il y ait encore dans quelques années des plantes messicoles. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi adapter les cultures et peut-être trouver des rotations comme il y avait autrefois. Paul Montagny, vous dites si on veut encore avoir des plantes messicoles dans les années à venir, mais après tout, on pourrait peut-être s'en passer des plantes messicoles, non? On peut se passer de tout, mais les abeilles, ma foi, elles aiment bien les plantes messicoles. Et puis, nous aussi, je pense, parce qu'un champ...
avec plein de bleuets, plein de coquelicots, c'est beau aussi. Hein. Et puis on sait bien que la biodiversité est bien sûr liée à la présence du maximum de diversité dans les espèces animales et végétales, et que ça solidifie, ça renforce le système tout entier. Donc on peut comme ça préserver les plantes messicoles, les plantes liées aux moissons pour le montagne, en changeant les pratiques agricoles. Alors, changeant donc les pratiques agricoles, revenir peut-être à des rotations diversifiées, comme on faisait autrefois, hein, sans parler de jachère forcément, hein, mais avec une culture fourragère ou une culture de légumineuse qui s'intercale entre... moi je connais des agriculteurs, notamment en Bretagne, où tous les ans ils font du maïs dans la même parcelle. Donc ça veut dire que c'est matraqué en produits, quoi. Bon. Et puis un changement alors au niveau du labour. Alors ça commence à être une réalité. Hein, je veux dire, c'est plus, il y a plus beaucoup d'endroits où on fait du labour profond comme on le faisait encore. Donc il y a des alternatives. Il y a le semis sans labour. Alors le semis sans labour, moi je suis un peu réservé parce que souvent il l'oblige à remettre un peu plus d'herbicides pour que le champ soit propre avant qu'on sème. Voilà. D'ailleurs, quand on voit dans la campagne, à l'automne ou au début de printemps, des champs qui sont tout jaunes, là, ça veut dire qu'il y a eu tout de même des choses pas très nettes qui ont été répandues dans les champs. Il y a par contre un pseudo-labour superficiel par disque qui fonctionne très bien. Il fragmente le sol, mais de façon très superficielle, il ne fait pas de semelle de labour, il n'y a pas de retournement, donc il n'y a pas enfouissement de tous ces micro-organismes aérobies, de cette matière organique qui, quand elle est au fond du sol, ne sert à rien, et qui favorise aussi les espèces messicoles parce que il favorise les espèces non dormantes, enfin les graines non dormantes, c'est-à-dire les graines qui vont se reproduire d'une année à l'autre. Hein. Et puis il y a un compromis qui est le labour moyen, mais sans retournement toujours, c'est un griffage en fait, hein, un griffage du sol, donc qui permet de décompacter, hein, surtout dans des endroits qui sont un peu argileux, et qui permet de faire un semis sur, je sais pas moi, on va gratter sur 10 cm, 20 cm, hein, et c'est nettement suffisant pour avoir des rendements, c'est ça qui est intéressant, pour avoir des rendements, parce que ça maintenant on en a la preuve, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont mis en pratique ces méthodes-là, avec des rendements aussi bons que ceux qu'ils avaient en faisant des labours profonds. Mais ils utilisent maintenant beaucoup moins d'engrais dans ces mêmes parcelles pour avoir ces mêmes rendements. Donc une économie aussi, y compris sur le plan financier, parce bien sûr, que les intrants coûtent cher. Vous n'évoquez pas, Paul Montagne, l'agriculture biologique? Non, je n'évoque pas l'agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique n'est pas directement liée au messicole, je veux dire. Hein. Si l'agriculture biologique traite ces champs de céréales de façon raisonnable, en mettant moins de pesticides, moins d'engrais, en faisant du labour plus délicat, disons, pour le sol, hein, qui ne va pas stériliser le sol, bon, mais c'est bien, quoi, je veux dire, mais c'est pas une spécificité de l'agriculture biologique. Ça devrait être beaucoup plus répandu, disons, au niveau de l'agriculture générale. Nous sommes bien d'accord. Paul Montagne, lorsque ces plantes messicoles, on va reciter, mais il y en a beaucoup d'autres, vous l'aviez dit, les bleuets et les coquelicots sont présents dans un champ de céréales, est-ce que ça pose des problèmes? Parce que c'est ça l'argument que l'on entend généralement. La présence de ces plantes vont poser problème ensuite à la qualité même des céréales. Non, ça ne pose pas de problème. Les coquelicots, les graines des coquelicots sont toutes petites. Elles sont très très facilement séparées des graines de blé, mécaniquement. Il y a eu l'agnelle des blés est une plante messicole. Elle a longtemps été considérée comme une plante toxique et on disait que les farines qui contiennent... Bon, en fait, on sait maintenant que c'est pas l'agnelle, que c'est un champignon qui était sur la céréale ou sur qui faisait que la culture avait été, enfin la farine était toxique. Donc il y a toute des choses comme ça, des idées préconçues qui sont maintenant complètement cassées et qu'il faut il faut raisonner avec cette nouvelle connaissance, quoi. Est-ce que ça veut dire, Paul Montagne, aussi que nous ne sommes pas encore à la fin de nos découvertes, de nos connaissances finalement, et des moyens d'associer précisément la culture avec la sauvegarde des espèces, en l'occurrence les plantes messicoles? Bien sûr. Maintenant on voit apparaître des façons de cultiver qui sont totalement différentes de ce que j'ai vu moi pendant toute ma vie. Hein. Donc c'est très bien. Et justement, on ne se rend pas toujours compte à quel point les mots et les expressions façonnent notre culture et nous rendent résistants d'ailleurs au changement.
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Elle est terrible, Paul Montagne, cette expression de mauvaise herbe, aussi bien dans le sens que nous connaissons tous et que Brassens met en musique dans cette chanson sortie en 1954 sur l'album Les Sabots d'Hélène, que dans le sens que lui donne le jardinier et le paysan. Oui, la mauvaise herbe, donc la mauvaise herbe qui doit disparaître du champ. Mais il faut savoir il faut comprendre, disons, que les plantes messicoles sont des mauvaises herbes qui sont indicatrices de la biodiversité. Du champ, hein, et donc de la biodiversité de l'espace rural, puisque il y a tout de même beaucoup de champs, de plus en plus de champs dans l'espace rural. C'est la même chose pour les prairies, je veux dire. Hein. Il y a eu une émission consacrée aux prairies fleuries il y a quelques semaines, et c'est tout à fait les mêmes problèmes, hein, tout à fait les mêmes problèmes de gestion, notamment raisonnés et raisonnables. Paul Montagne, comment est née chez vous cette petite graine d'une passion pour la botanique ? Oh, je crois que c'est de tout gosse, quoi. J'étais dans une famille où on sortait beaucoup, où on vivait beaucoup dans la nature. On allait ramasser des champignons, donc... Pour autant, vous n'en avez pas fait votre métier ? Bon, non, parce que les circonstances n'ont pas voulu, je pense. Hein. Quelquefois, je vais vous dire, j'ai été complètement pris, disons, par un professeur que j'ai eu, qui m'a montré que la chimie organique était quelque chose de merveilleux. Et c'est ça qui m'a poussé à faire de la chimie. Et vous avez fait votre métier ? Et j'en ai fait mon métier. Oui, j'ai été pendant 40 ans ingénieur de recherche à l'INSERM, donc dans la recherche médicale. Et après, il y a eu une période de dormance, précisément, au moment de votre activité professionnelle, et puis j'imagine aussi la vie familiale. Et puis aujourd'hui, en retraite, Paul Montagne, on assiste chez vous à une forme de germination de cette passion. C'est une germination. Bon, la germination, ça fait un moment que je suis en retraite déjà. Tout s'est déjà bien germé, là, ça mûrit. Oui, non, il se trouve que je voulais avoir une retraite active, et puis comme je m'intéressais à la botanique, puis je n'avais jamais eu trop le temps de... Voilà. Donc, j'ai pris contact avec Florène, je suis rentré à Florène, j'ai commencé à participer à Florène, et puis voilà, j'ai pris contact avec le conservatoire d'espace naturel à cette époque-là. De la même façon, je suis devenu conservateur d'espace naturel et administrateur du conservatoire, et puis je m'éclate, quoi. Votre savoir aujourd'hui, Paul Montagne, vous le mettez bien sûr à disposition du public à travers les nombreuses activités de Florène. Est-ce que le monde agricole, parce qu'on vient bien de voir dans cette émission que les plantes messicoles, par définition, sont liées à l'agriculture, et qui dit agriculture dit agriculteur, paysan, on parle maintenant même d'agri-manager. Est-ce que le monde paysan n'aurait pas finalement besoin de votre science et de tous les botanistes, parce que finalement, ils travaillent avec ce vivant et ces plantes ? Oui, bien sûr. Hein, ce sont ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est gestionnaire d'espaces de vie, hein, d'espaces de ce qu'ils cultivent, mais aussi des animaux et des insectes et des plantes qui poussent au milieu et autour de ce qu'ils cultivent. Bon, il y a une prise de conscience tout de même par un certain nombre d'agriculteurs. Hein. Moi, je vois dans le Toulois, j'ai plusieurs exemples d'endroits où je sais que je vais pouvoir conduire des gens pour leur montrer des messicoles. Quoi. Je fais une sortie pour le France 54 d'ailleurs dans un petit mois, une sortie messicole, et je sais où je peux aller pour trouver des messicoles. Quoi. Mais est-ce que des agriculteurs vous demandent, par exemple, est-ce qu'ils participent d'eux-mêmes à des sorties de Florène ? Non, mais je pense que
Vous savez, les sorties de Florène, tout ça, ce sont souvent des gens qui sont déjà très, très sensibilisés à ces questions écologiques. Comment faire un peu de prosélytisme botanique? Alors moi, je fais des conférences, notamment sur les plantes spécicoles, mais c'est pareil, c'est pas toujours dans ces conférences-là qu'on peut toucher forcément le monde agricole. Il faudrait que ce soit vraiment une démarche beaucoup plus en amont, et ça commence à se faire aussi au niveau des lycées agricoles, des écoles d'agriculture, etc. Bon, est-ce que ce savoir-là, Paul Montagne, n'est pas en train de se perdre et finalement, vous êtes, vous, bénévole aujourd'hui à Florène, les derniers garants de cette connaissance? Oh, les garants, je ne sais pas. Il y a tout de même tout un monde scientifique. Hein. Je parlais de l'herbologie tout à l'heure. Hein. Donc il y a des gens tout de même qui s'intéressent à ça professionnellement hein, et pas bénévolement. Enfin, pas bénévolement. C'est leur métier, quoi. Je veux dire, hein, pas comme nous à Florène où on est purement bénévole. Mais je crois qu'il faut vraiment insister, j'insiste là-dessus, il faut vraiment prendre les choses à la base, quoi. Si le jeune qui sort d'un lycée agricole, on lui a pas parlé des plantes piscicoles, on lui a pas parlé de biodiversité, on lui a pas parlé... Bon, il peut pas le savoir, il peut pas l'inventer, il fera comme papa. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Paul Montagne, vice-président de Florène, l'association des botanistes lorrains, c'est le moment de votre choix. On écoute. En agriculture, on a cette balance entre création et disparition. Quand l'agriculture est très intensive, quand elle va utiliser beaucoup de pesticides, quand elle va simplifier les paysages, arracher les haies, tout ça ce sont des facteurs qui vont avoir tendance à diminuer fortement la biodiversité. Et en ce sens, l'agriculture peut être un danger pour la biodiversité. Et puis quand l'agriculture, au contraire, est une agriculture qui préserve une diversité, et notamment une diversité de systèmes de production, cette agriculture peut au contraire préserver ou même augmenter cette diversité. Alors, le maître mot là-dedans, c'est la notion de diversité. C'est-à-dire que si on veut préserver de la biodiversité des écosystèmes, il faut une diversité des systèmes agricoles. Ça veut dire que sur un même territoire, il faut éviter d'avoir la même activité sur tout le territoire. Il faut diversifier les types d'exploitation. Il faut diversifier aussi au sein d'une exploitation les modes de gestion des différentes parcelles, voire essayer, mais ce n'est pas toujours facile, de diversifier les races animales, voire les espèces sur une exploitation. Le propos du docteur en agronomie Sylvain Plantureux, professeur à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, l'ENSAIA, grand spécialiste de la biodiversité des prairies, extrait d'une vidéo réalisée en 2015 par Bruno Lecomte pour l'Association pour l'équilibre et le développement du massif vosgien pour illustrer votre coup de cœur, Paul Montagne. Oui, tout à fait. Donc Sylvain Plantureux, prairie fleurie, mais aussi... que vous connaissez bien. Tout ce qui est agriculture, hein, massif vosgien, et puis pas simplement massif vosgien. Je crois qu'il faut... on a parlé tout à l'heure de formation des jeunes, hein, ça c'est évident, mais on commence à voir des agriculteurs plus âgés qui se rendent compte que finalement, la démarche qu'on leur a imposée, parce que c'est tout de même un peu imposé, la démarche qu'on leur a imposée n'est pas forcément la bonne démarche, quoi. Ils se rendent compte que ça leur coûte cher, ils se rendent compte que ils sont malades, ils se rendent compte qu'ils vendent des produits qui, disons, sont un peu dénigrés par les consommateurs, et commencent à l'être, et à juste titre, hein, je veux dire, hein, parce que quand on mange un poulet aux hormones pendant 50 ans, c'est plus le cas, mais je veux dire, c'est ça aussi, hein. Je crois qu'il y a tout ce phénomène-là. Bon, on sait que les pesticides, au niveau de la fertilité, par exemple, humaine, ça pose des gros problèmes, quoi, hein, je veux dire. Donc, je crois que ces agriculteurs-là commencent à prendre conscience, hein, de tout ça. Donc, non seulement qui sont responsables de la gestion de la biodiversité sur leur sol, hein, sur ce qu'ils cultivent, mais qui sont aussi responsables de toute une partie de la santé de tout le monde, quoi, hein. Et que sans eux, on peut pas manger, mais il ne faut pas qu'ils empoisonnent la nourriture. Vous voulez dire qu'on est allé trop loin, Paul Montagne ?
on est allé trop loin, certainement, oui. On est allé trop loin sans vraiment regarder les conséquences, sans peut-être même les connaître au départ et suspecter. Mais je veux dire, c'est vrai pour toutes les dérives actuelles au niveau écologique, disons. Hein. Mais le paysan, les agriculteurs qui ont été, comme vous disiez tout à l'heure, amenés à produire, encore que c'est un vaste sujet, on pourra peut-être un jour faire une émission sur la question, mais on va dire grosso modo, après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait produire, qu'il fallait nourrir le monde, d'abord la France, mais même le monde, hein, et ça on peut se poser la question de savoir pourquoi, mais c'est encore une fois un autre débat. Est-ce qu'on peut comme ça, au sein d'une même génération, Paul Montagne, passer d'un mode productiviste à la sauvegarde de la biodiversité? C'est une révolution culturelle violente finalement. Oui, mais il y en a qui le font, je veux dire. Hein, depuis quelques années, on voit de plus en plus de candidats au bio, justement. On parlait du bio tout à l'heure. Hein. Pas toujours pour des raisons de santé des plantes et de l'humanité, peut-être aussi des fois une opportunité économique, financière. Oui, mais finalement, je crois que c'est donnant-donnant. Hein. S'ils vendent un meilleur produit un peu plus cher, pour eux, même s'ils ont un rendement un peu plus faible, c'est une compensation. Je veux dire, il faut être raisonnable. Autrement, c'est vrai que souvent, je vais être très méchant, mais la cochonnerie, ça coûte pas cher, quoi. Voilà. Donc non, je pense qu'il y a certains agriculteurs qui, en cours de carrière, modifient totalement leur façon de voir les choses. Et moi, j'en ai des exemples précis. Je vais pas vous citer de nom, mais j'en ai des exemples précis. Tout près de chez moi, je veux dire. Ça veut dire que, Paul Montagne, vous êtes confiant dans la réapparition, la renaissance des plantes messicoles en Lorraine et ailleurs? Oh oui, je pense que, moi je suis plutôt de naturel optimiste. Je pense que, au moins celles qui existent encore, on devrait peut-être les voir un peu reprogresser et à nouveau... et celles qui sont menacées? Alors celles qui sont menacées ou qui sont disparues, ça c'est un autre problème. Hein. Les plantes messicoles, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, sont des plantes qui sont chez nous depuis, disons qu'au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, elles étaient toutes là, quoi. Il y a des archéologues qui ont fait des recherches, qui ont trouvé... Donc depuis le Moyen-Âge, c'est des plantes qui sont là. Donc, celles-là, c'est pas évident qu'on les retrouve. Il n'y a plus le phénomène de diffusion qu'il y a eu à l'époque des hommes qui venaient vers l'ouest. Hein. Il y a une diffusion qui est autre, hein, qui est différente. On peut trouver d'autres plantes aussi, hein, qui sont pas actuellement communes chez nous et qui se développent chez nous. Mais Paul Montagne, tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui, moi, m'a beaucoup surpris, parce que là encore, comme beaucoup, je pensais que la présence de plantes messicoles, les bleuets et les coquelicots pour ne pas les citer, posait problème finalement à la qualité des céréales récoltées, et vous disiez que non, pas du tout. Ça veut dire que finalement, cette éradication des plantes messicoles, elle est quasiment uniquement culturelle. C'est le syndrome du champ propre. Voilà, tout à fait. C'est le syndrome du champ propre, tout à fait. À part l'agnelle des blés, donc je parlais tout à l'heure, où pendant très longtemps, on a cru que l'agnelle des blés était responsable d'empoisonnement de la farine. Mais autrement, c'est vraiment le syndrome du champ propre. Un champ multicolore, aucun problème sur les rendements et la qualité des céréales récoltées. Pas du tout. J'ai une petite anecdote, Paul Montagne, pour vous, pour avoir assisté un jour à une conférence justement organisée par un agriculteur, alors peut-être plus sensible que d'autres. Il nous présentait des plantes. Alors à l'époque, c'était des diapositives, on s'en souvient plus, mais ça existait. Et au moment où il nous présente une jolie pensée des champs, il nous explique que c'est une mauvaise herbe et que, heureusement, il a des produits contre les pensées sauvages. Des produits spécifiques pour la faire disparaître. Voilà. Il existe des produits contre les pensées sauvages. Merci Paul Montagne pour cet entretien. Merci Eric. Et je rappelle que vous êtes le vice-président de Floren, l'association des botanistes lorrains. Pour en savoir plus, participez aux nombreuses sorties de terrain qu'organise Floren, s'initier à la botanique et pourquoi pas adhérer à Floren, rendez-vous sur le site à l'adresse www.floren.net. Vous tenez aussi, Paul Montagne, un site personnel sur les plantes du Toulois, de Lorraine et d'ailleurs, à retrouver sur www.monde-2-lupa.fr. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur durablementvôtre.fr.